Je suis le docteur Belmedour, chirurgien à la clinique chirurgicale A du CHU Mustapha et chargé donc de vous assurer la conférence sur le cancer de l'anus. Je dirais plutôt le cancer du canal anal parce qu'on a tendance à confondre un peu quand on parle de l'anus, on a tendance à penser à la marge anale, mais en fait, il s'agit de cancer qui touche tout un segment du tube digestif, à savoir le canal anal, et non pas uniquement cet orifice de sortie qu'est la marge anale. Alors, si on devait définir, donc il s'agit donc de toutes les tumeurs qui sont malignes, bien évidemment, et qui sont développées au niveau de cette partie terminale du tube digestif qui est située entre le rectum et la peau de la marge anale. Les tumeurs qui sont situées au niveau de la partie cutanée de la marge anale, en fait, ne font pas partie des tumeurs du canal anal ou des tumeurs de l'anus, puisqu'elles sont classées par l'OMS comme étant des tumeurs cutanées et elles sont essentiellement traitées, suivies et prises en charge au niveau des structures de dermatologie. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau du canal anal et de la marge anale essentiellement. En fait, c'est le cancer du canal anal, le cancer de l'anus, c'est un cancer qui est assez particulier. Il est différent des cancers digestifs que vous avez dû donc traiter dans les différents cours, le cancer colorectal, le cancer de l'estomac, le cancer de l'œsophage. Différent parce qu'en fait, il s'agit d'un cancer qui est viro-induit, ce qui est assez rare et particulier. Donc, il est intimement indépendant d'une infection virale. Et c'est cette infection virale à l'human papillomavirus qui va être à l'origine de l'apparition du cancer de l'anus. Il est fort heureusement assez rare, puisqu'on dénombre à peu près 2000 nouveaux cas par an en France. En Algérie, on ne peut pas vous donner de chiffres parce qu'en fait, il n'y a pas de registre du cancer qui nous permet en fait de référencer toutes ces tumeurs. Mais on sait qu'il est rare et c'est tant mieux. Il représente à peu près 1% de tous les cancers digestifs et à peu près 6% des cancers qui sont situés entre le rectum et la marge anale. Alors, à l'origine, c'était un cancer qui touchait essentiellement la jante féminine. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes, essentiellement, qui sont porteuses de l'HPV. Plus de 90% des femmes, de par le monde, sont infectées par l'HPV. Il faut savoir que c'est un virus qui présente plusieurs génotypes. Il y a des génotypes qui sont tout à fait bénins. Parfois, donc, la personne peut être porteuse de ce virus sans pour autant être symptomatique. Et il y a certains génotypes qui peuvent être donc très, très agressifs et engendrer des dégénérescences et à l'origine justement du cancer du canal anal. Donc, comme je vous l'ai dit à l'origine, il s'agissait de cette prédominance, elle était féminine parce que c'est la femme qui porte l'HPV avec un sexe ratio qui est quand même assez marquant, 4 femmes pour un homme. Mais depuis quelques décades, l'épidémiologie a pratiquement changé. Et pourquoi la femme de 65 ans? Parce qu'en fait, cet HPV entraîne des inflammations chroniques, essentiellement au niveau de la sphère génitale, du col de l'utérus par exemple. Et c'est cette inflammation chronique qui, à la longue, va dégénérer et donner un cancer du col par exemple. La même chose au niveau donc de la région anale. Mais depuis quelques décades, cet âge a diminué vers la quarantaine, mais ça touche non plus les femmes, mais essentiellement les hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette, je ne dirais pas apparition ni recrudescence, mais une certaine banalisation de l'homosexualité. On voit de plus en plus donc, de populations homosexuelles. Et c'est une population qui est jeune. Et ce n'est pas les infections chroniques dues à l'HPV qui vont être à l'origine de la dégénérescence, mais la potentialisation de cet HPV, de ce virus, de papillomavirus, par le virus de l'immunodéficience, donc le HIV. Donc, ce changement épidémiologique est en rapport non seulement avec l'homosexualité, mais avec l'infection de l'HIV dont sont victimes ces jeunes hommes homosexuels. Alors, l'incidence, elle est clairement en augmentation.
Mais la prédominance est toujours féminine, hein, donc, parce que l'HPV est toujours un virus de la femme. Donc l'incidence, elle est en augmentation de par le monde, hein, on note 1,3% aux USA, ce qui n'est pas négligeable. Alors sur le plan histologique, dans plus de 90% des cas, quand on parle de cancer de l'anus, de cancer du canal anal, on sous-entend le carcinome épidermoïde, on va le voir dans le chapitre anapath. C'est un cancer qui a une extension qui est une évolution qui est relativement lente, avec une extension essentiellement locorégionale. Rares les malades porteurs d'un cancer de l'anus qui vont présenter des métastases loin de la région pelvienne. Et le traitement est basé essentiellement sur la radiothérapie. Donc voilà un peu les généralités concernant ce cancer de l'anus. Avant d'aller vers plus de détails, on va faire connaissance avec le canal anal sur le plan anatomique. Donc c'est cette portion toute terminale du tube digestif que l'on voit ici en vert et qui sépare le rectum du milieu extérieur. C'est un segment digestif pratiquement qui est long de 3 à 4 cm. C'est une zone de haute pression. Elle est comprise entre une ligne qui sépare le rectum avec le canal anal proprement dit qu'on appelle la ligne anorectale et une ligne qui sépare la portion muqueuse de la portion cutanée de ce canal anal qu'on appelle la ligne ano-cutanée. C'est une zone de haute pression parce qu'elle est entourée par un système sphinctérien, le sphincter interne et le système externe, qui lui permet la continence et donc autorise ou non l'exonération ou, si vous voulez, la défécation. Cette fonction n'est pas le sujet donc de notre conférence, mais elle est importante à signaler. Alors, ce qui va nous intéresser particulièrement pour le détail du cancer de l'anus, c'est la structure histologique. Alors, au niveau du rectum, vous avez un épithélium de type glandulaire. Et au niveau de l'extrémité inférieure du canal anal, vous avez un épithélium particulier, c'est un épithélium malpigien qui est bien différencié. L'épithélium malpigien du canal anal que l'on retrouve aussi au niveau de l'extrémité supérieure du tube digestif, donc au niveau de l'œsophage. Ce sont des épithéliums qui sont bien différenciés. Il existe par contre une zone tampon entre l'épithélium glandulaire du rectum et l'épithélium de type malpigien, proprement dit, du canal anal. Cette zone que l'on voit ici en rouge est une zone de transition qui comporte aussi bien des éléments de l'épithélium glandulaire que les éléments de l'épithélium malpigien. Est-ce que c'est important de le signaler? Oui, parce qu'on avait dit tout à l'heure que dans plus de 90% des cas, les cancers de l'anus sont des carcinomes épidermoïdes, puisqu'ils se développent essentiellement sur un épithélium malpigien, mais il ne faut pas s'étonner aussi de lire adénocarcinome sur un compte-rendu histologique. Quand il s'agit d'un cancer de l'anus, cela veut dire tout simplement que c'est des cancers qui naissent au niveau de cette zone de transition entre l'épithélium glandulaire du rectum et l'épithélium malpigien, proprement dit du canal anal. Alors, toujours sur le plan anatomique, ce qui nous intéresse, ce sont essentiellement les éléments lymphatiques. Mais on ne peut pas parler des éléments lymphatiques sans évoquer brièvement la vascularisation du canal anal. Donc, le canal anal, c'est ce petit segment terminal. Il est vascularisé essentiellement sur le plan artériel par les artères hémorroïdales qui vont rejoindre le réseau iliaque et secondairement par le réseau rectal, le réseau mésentérique inférieur. La circulation veineuse est calquée sur la circulation artérielle pratiquement. Ce qui nous intéresse, c'est le drainage lymphatique. Alors, ce qui est important à signaler, c'est que la partie inférieure du canal anal se draine par des ganglions qui sont superficiels. Ce sont les ganglions inguinaux.
Alors que la partie supérieure du canal anal, elle suit à peu près la même distribution lymphatique que le drainage lymphatique du rectum, c'est-à-dire il y a un réseau périrectal qui va se drainer au niveau du réseau iliaque et secondairement au niveau du réseau mésentérique inférieur. Alors, toutes ces données, donc voilà un peu les éléments iliaques, les éléments inguinaux qui nous intéressent. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut retenir de ces données, en fait, anatomiques, c'est que le canal anal, en fait, est un organe qui est accessible à l'examen clinique, accessible visuellement, parce que tout ce qui va émaner du canal anal peut être vu, et sur un plan palpatoire, il suffit de mettre le doigt dans le canal anal pour pouvoir savoir ce qui s'y passe. Donc, il est très accessible à l'examen clinique. Secondairement, cette distribution anatomique du drainage lymphatique, particulièrement au niveau inguinal, eh bien déjà cliniquement, on peut avoir un statut évolutif du cancer, c'est-à-dire la palpation au niveau de l'aine de ces ganglions nous donne déjà un aperçu de l'état évolutif du cancer. S'il y a des ganglions, on sait déjà qu'on est en situation métastatique. Et tout ça uniquement cliniquement, sans pour autant aller vers les explorations paracliniques. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, organe accessible et une stadification possible uniquement par la clinique, par un bon examen clinique. Après avoir vu donc les structures histologiques, on va faire donc, on va comprendre que les différents contingents donc, de muqueux dont on a parlé, l'épithélium pavimenteux, l'épithélium cylindrique ou transitoire, va donc donner naissance à des carcinomes épidermoïdes dans plus de 90% des cas. Et donc, c'est ce qu'il faut noter essentiellement. Quand on parle de tumeur de canal anal, du cancer de canal anal, on parle essentiellement du carcinome épidermoïde parce qu'il se voit dans plus de 90% des cas. Le caractère mature, différencié ou pas, n'est pas très important parce qu'il n'a pas d'incidence en fait sur la prise en charge thérapeutique. Dans les 10% restants des cas, eh bien, dans une majorité des cas, ce sont des adénocarcinomes. Comme on l'a vu, ce sont des adénocarcinomes qui vont naître à partir de la muqueuse de transition que l'on a vu tout à l'heure. Dans les autres cas, et c'est vraiment avec des proportions très minimes, on va voir des mélanomes malins, des lymphomes et peut-être une forme assez particulière, le carcinome colloïde, qui se présente sous forme d'un périnée fistuleux, mais avec une émanation de tissu colloïde. Et là, je vous ai donc mis une photo assez parlante. Voici donc une patiente qui nous avait été adressée initialement pour ces fistules-là. Et vous voyez un orifice fistuleux qui laisse apparaître de la gélatine, c'est de la colloïde. Il s'agit en fait d'un cancer du canal anal de type colloïde muqueux. Voilà, un carcinome colloïde. C'est assez rare, mais il existe. Il faut savoir y penser. Alors l'extension, on revient un peu vers l'extension. L'extension, on a dit que les métastases sont assez rares dans le cancer du canal anal. L'extension, elle est essentiellement locorégionale. Donc, elle va se faire vers le haut du côté du rectum, vers le bas du côté de la marge anale, en profondeur vers le système sphinctérien et vers en fait la graisse tout autour de la région anorectale qu'on appelle la graisse ischio-rectale, là où il y a également beaucoup de ganglions. L'extension lymphatique, elle se fait en cas de tumeur basse du canal anal vers le réseau lymphatique superficiel inguinal ou inguinocrural, et quand on est en présence d'une tumeur du canal anal, une tumeur haute du canal anal, eh bien l'extension se fait essentiellement vers le réseau iliaque et secondairement mésentérique inférieur, et ce sont des ganglions que l'on ne palpe pas, que l'on va découvrir avec les explorations paracliniques. Comme je vous l'ai dit, les métastases viscérales sont rares, mais par ordre de fréquence, elles se voient en premier lieu au niveau du foie, du poumon, puis au niveau de l'os, comme pratiquement dans tous les cancers digestifs. Alors, tous ces éléments nous permettent justement d'apporter une stadification. Cette stadification,
va être importante parce que de la stadification va dépendre le type thérapeutique que l'on va proposer à ces malades. Bien sûr, la classification classique, c'est la classification TNM, donc qui porte sur la tumeur, sur les ganglions et sur les métastases. Elle est dans le cancer du canal anal, la classification TNM, elle est clinique. Quand on dit clinique, elle est effectivement basée sur les données cliniques du toucher rectal et des données observatoires, mais les explorations telles que l'IRM, les endoscopies que l'on va voir tout à l'heure, sont considérées comme des éléments cliniques. C'est pour ça qu'on parle d'une classification TNM clinique. Alors, TIS, tumeurs in situ, ce sont les tumeurs les plus favorables, les tumeurs donc, qui intéressent, qui ne dépassent pas la membrane basale sans aucune extension ganglionnaire. T1 pour les tumeurs qui sont très petites, inférieures à 2 cm. Les T2 quand la tumeur est comprise entre 2 cm et 5 cm. Les T3 quand la tumeur est supérieure à 5 cm. Et enfin, on parlera de T4 quand la tumeur envahit les organes de voisinage. Pour les ganglions N0 en absence de ganglions métastatiques, les ganglions, le stade N1A intéresse les ganglions inguinaux ou les ganglions que l'on va retrouver dans le mésorectum, voire au niveau des iliaques internes. Le NMB, ce sont les ganglions iliaques externes, et dans le N1C, on va retrouver tout ce qu'on vient de citer ici, les ganglions aussi bien iliaques internes, externes, inguinaux ou les ganglions du mésorectum. Enfin, absence de métastase quand on met M0, présence de métastase quand on met M1. Et cette classification, vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais en fait, elle est relativement simple. Hein. Ce sont des centimètres à retenir, moins de 2 cm, entre 2 et 5, et supérieur à 5 cm. Pour ce qui est des ganglions, c'est aussi relativement simple. On parle de ganglions inguinaux internes, de ganglions externes et de ganglions internes et externes. Voilà. En gros, voilà la classification TNM. Il y a beaucoup d'items, mais en fait, il n'est pas difficile de la retenir du tout. Alors, est-ce qu'il y a une population à risque? Je vous ai dit que c'était essentiellement un cancer virodépendant. Il y a donc des facteurs favorisants et surtout une population à risque à individualiser, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines précautions à prendre pour éviter justement d'arriver au stade de cancer du canal anal. Alors, l'infection HPV, on en parle depuis tout à l'heure, Human Papilloma Virus, c'est lui le criminel, si on peut l'appeler comme ça, puisque c'est à partir de l'infection de l'HPV que vont découler des infections à répétition, des infections chroniques qui vont à un certain moment entraîner des dysplasies et enfin donc l'apparition de dégénération osseuse, de carcinome. L'antécédent de condylome, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, constitue un facteur favorisant. La présence de dysplasie, ce sont des facteurs, ce sont des situations précancéreuses, des dysplasies que l'on voit souvent chez les femmes, dysplasie surtout vulvaire et cervicale. L'homosexualité et la multiplication des partenaires, surtout quand il y a des rapports anaux. Et enfin, l'immunodépression. L'immunodépression, alors quelle que soit l'immunodépression, qu'il s'agisse de l'immunodépression engendrée par l'infection HIV, mais également les immunosuppressions induites, surtout chez les patients qui sont greffés, pour lesquels on prescrit des immunosuppresseurs. Ils sont certes vulnérables à toutes sortes d'infections, mais ici on parle de cancer de l'anus et d'HPV, ils sont donc aussi vulnérables à une infection par le HPV. Le tabagisme multiplierait par 5 le risque de contracter un cancer de l'anus. Et enfin, les maladies inflammatoires chroniques, et essentiellement la maladie de Crohn, quand elle est compliquée de lésions anopérinéales, surtout dans les sténoses anales. Vous savez que la maladie de Crohn donne dans certaines situations des sténoses anales. Ces sténoses anales constituent en fait des inflammations chroniques et à ce moment-là, on peut avoir une dégénérescence s'installer, indépendamment de l'infection à HPV, bien évidemment. Alors, le risque le plus élevé, donc la population à risque, c'est bien évidemment la population homosexuelle et surtout la population homosexuelle
infectés par le HIV, puisque le risque, lui, il passe par rapport à la population générale de 30 à 100 fois. Alors, à partir du moment où on a identifié la population cible, est-ce qu'on peut donc faire un dépistage de ces facteurs de risque? Donc, la population cible, c'est clair, c'est les personnes qui vivent avec le HIV, les homosexuels, les femmes qui présentent des antécédents génitaux, essentiellement un cancer du col ou bien des lésions précancéreuses, donc les dysplasies du col de l'utérus, et enfin les patients qui ont des condylomes, aussi bien au niveau de la région anale que la région génitale, et ça intéresse aussi bien les hommes que les femmes. Comment prévenir ou minimiser l'apparition donc de la dégénérescence vers le cancer de l'anus? Par un dépistage. Ce dépistage, il n'est pas consensuel, donc il est annuel, il est discuté. On peut proposer donc annuellement chez les personnes qui sont infectées par le HIV un contrôle annuel, et pour les immunodéprimés, un contrôle semestriel. En fait, ce délai de surveillance est discutable. Il n'y a pas de recommandation de la part des sociétés savantes, mais uniquement des avis d'experts. Alors, comment, puisque là on parle de timing, 1 année ou 6 mois, comment? Eh bien, soit par un simple examen clinique que l'on doit imposer à tous ces patients, soit par une systématisation de l'anuscopie, et parfois par des tests virologiques spécifiques ou bien des prélèvements cytologiques. Donc, la méthodologie donc, de dépistage ou de surveillance n'est pas encore clarifiée. Il n'y a pas de recommandation stricte. Mais sachez, surtout identifier la population cible, les femmes qui sont porteuses de lésions précancéreuses génitales essentiellement ou de cancer génital du col de l'utérus principalement, et la population homosexuels, surtout infectés par le HIV. Alors, le diagnostic, il est relativement simple. Pourquoi? Parce que c'est un organe, on l'a dit, il est accessible à la clinique. Mais souvent, les patients, le diagnostic est vu à un stade relativement tardif. Pourquoi? Parce que la symptomatologie clinique n'est pas spécifique au cancer de l'anus. Donc, vous verrez des patients qui vont présenter des signes proctologiques, de pathologies classiques en faveur d'hémorroïdes, de fissures anales, d'abcès, de fistules. Et ces signes, ils peuvent être tout simplement négligés aussi bien par le malade lui-même que par le médecin. Les médecins qui sont consultés, donc certains de nos confrères, ont tendance à négliger les signes d'appel proctologiques et ont tendance également, et ça donc je vous exhorte à ne pas le faire, la prescription sans examen clinique doit être interdite et proscrite formellement. Même si un patient vient vous dire, voilà, j'ai des hémorroïdes, qu'est-ce que vous me donnez comme traitement? Il n'est pas question de rentrer dans ce jeu-là, surtout que la symptomatologie, surtout les signes cliniques qui intéressent la région proctologique, font que le patient a tendance à décrire, mais ne pas vouloir se faire examiner. Donc, vous, en tant que futur médecin, il n'est pas question pour vous de prescrire un quelconque traitement sur la base des dires d'un patient. L'examen est systématique. Alors, ces signes, il peut s'agir donc de rectorragie, de douleurs, donc ce sont des proctalgies banales. On peut des douleurs qui peuvent donc simuler un syndrome fissuraire typique, faire avoir un prurite anal, et à ce moment-là, on va penser à une mycose, on peut penser à une parasitose. Parfois, le patient vous rapporte la notion de palpation d'une masse. Vous-même pouvez parfois faire un toucher et palper une masse, mais tout le monde va parler de maladie hémorroïdaire, surtout devant quelque chose qui sort, une masse palpable. C'est souvent, pour les patients, c'est tout ce qui est palpable il s'agit d'hémorroïdes. Alors, ça peut être aussi donc une collection, un abcès, une fistule anale,
une vraie fistule anale parfois. Vous avez vu tout à l'heure l'image de tout à l'heure que je vous ai montré. C'est un patient qui est venu, qui nous a été adressé pour fistule anale. Et pourtant, le contenu qui émanait de ces orifices n'était pas du tout purulent. Il s'agissait de matière colloïde qui, normalement, devrait donner à réfléchir. Le patient peut venir consulter pour des adénopathies inguinales et à ce moment-là, vous savez très bien que les adénopathies inguinales peuvent drainer aussi bien le membre inférieur, les organes génitaux externes, la paroi abdominale sous-ombilicale. Donc, ce n'est pas spécifique au cancer du canal anal. À ce moment-là, on peut banaliser, on peut mettre ça sur une affection qui va toucher le membre inférieur et négliger donc tout ce qui est proctologique. Parfois, donc, de faux besoins, internèse, des modifications. Mais en fait, tous ces signes, on peut les retrouver, on peut penser à tout et à rien. Mais l'essentiel, c'est que dès qu'il y a un signe d'appel, vous, en tant que futur médecin, vous devez le prendre au sérieux et surtout aboutir à un examen clinique. C'est ce qu'on attend de vous. Examiner sur la base d'un examen rapporté. Voilà. Un autre mode de découverte, c'est il arrive parfois que la tumeur soit découverte à l'examen anapathe quand on fait une hémorroïdectomie simple ou parfois une fissurectomie. Donc, c'est des patients chez qui nous avons identifié donc une pathologie purement proctologique, bénigne, pour laquelle nous avions proposé une chirurgie et l'anapathe nous rapporte cette notion de dégénérescence sur les tissus examinés. Donc, s'il fallait résumer, signes d'appel ne sont pas les signes d'appel, ne sont pas spécifiques. Ce que l'on attend de vous, c'est d'examiner les patients sur le plan proctologique à chaque fois qu'il y a un signe d'appel, quand bien même il n'est pas spécifique. Cet examen clinique est précédé d'un interrogatoire puisque vous devez identifier les populations cibles, donc les populations porteuses d'HIV, populations infectées par HPV, surtout la femme. Vous devez poser les questions de savoir si elles sont suivies en gynécologie, si elles ont subi des traitements particuliers par voie gynécologique, si elles ont fait des biopsies du col, si elles ont fait des frottis régulièrement. Ce sont ces détails-là qui vont vous permettre déjà de penser à une infection HPV et donc penser au cancer du canal anal. La clinique, l'inspection du périnée, de la marge anale, en déplissant les plis radiés, peut parfois être strictement normale quand la tumeur elle est endocanalaire. Donc, sur le plan clinique, sur le plan visuel, vous ne verrez que ce qui déborde de la marge anale. À un stade précoce, quand la tumeur est petite, bien évidemment, vous ne verrez rien du tout, au niveau de la marge anale du moins. Mais très souvent, les patients vont venir consulter parce qu'ils sont déjà à un stade évolué. À ce moment-là, vous tombez donc face à des lésions indescriptibles. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Idéalement, c'est de terminer l'examen clinique par pas terminé. Le toucher rectal est systématique parce que ça permet de rechercher la notion de masse endocanalaire, mais aussi d'induration. Et toute induration au niveau du périnée est suspecte de malignité jusqu'à preuve du contraire. Idéalement, si vous pouvez terminer l'examen par une anoscopie, ça serait bien parce que l'anoscopie vous permettrait de faire des biopsies. Mais à chaque fois que vous avez des difficultés à réaliser un examen proctologique complet endo-anal, essentiellement, il faut confier le malade à un proctologue pour un examen sous anesthésie qui, lui, va permettre de donner une cartographie, donner du détail et surtout permettre des biopsies pour porter le diagnostic. Donc, d'une manière générale, et ça, je vous l'ai mis en gras, tout ce qui est dur est suspect de malignité jusqu'à preuve du contraire, particulièrement au niveau de la région de la marge anale. Bien évidemment, une fois que vous avez terminé votre examen proctologique, vous faites un examen général. La palpation des aires ganglionnaires doit être systématique. L'examen gynécologique chez la femme, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Ce que vous pouvez faire, c'est l'examen
bidigital, donc examen toucher vaginal couplé au toucher rectal à la recherche éventuellement d'une induration de la paroi recto-vaginale qui signerait déjà un stade évolué en cas de cancer avéré. Vous terminez par un examen général à la recherche, bien évidemment, d'une extension à distance et vous rechercherez éventuellement un ganglion susclaviculaire gauche qui s'unit, donc qu'on appelle le ganglion de Troisier, voire une hépatomégalie. Donc, s'il fallait résumer cet examen clinique, voilà 3 étapes. Le toucher rectal, donc examen clinique toucher rectal, est un impératif devant tout signe non spécifique rapporté par un malade au niveau de la région périnéale. Deuxièmement, anuscopie dans la mesure du possible si vous pouvez le faire, sinon il sera fait par un proctologue, quitte à le faire sous anesthésie. Et en fait, les biopsies, elles sont systématiques, ce sont elles qui vont donner le diagnostic. 3 étapes incontournables et pourtant faciles, puisque tout est accessible et ce sont des examens qui ne sont pas invasifs. Donc, j'insiste sur le toucher rectal, sur l'anoscopie et les biopsies pour porter le diagnostic d'un cancer du canal anal. Alors, voici cliniquement à quoi ressemble ce cancer anal. Ici, vous avez des bourrelets hémorroïdaires et pourtant, vous avez des ulcérations qui sont hémorragiques. C'est un cancer, pourtant, c'est un patient qui était suivi pour maladie, pour prolapsus hémorroïdaire. Ici également, c'est un patient qui va venir vous dire « j'ai des hémorroïdes ». Et si vous n'examinez pas, vous ne prenez pas le temps de déplisser la marge anale, vous ne prenez pas le temps de constater les différentes ces petits détails, ici c'est une ulcération qui est creusante, ça doit justement vous interpeller soit pour faire des biopsies ou pour le confier à quelqu'un qui doit biopsier ce genre de lésion. Parfois, il s'agit de lésions condylomateuses au niveau du canal anal, comme ici chez cette patiente. Ce sont des condylomes au niveau pratiquement de la marge anale. Il s'agit d'un carcinome qui a été, en fait, c'est un carcinome épidermoïde. Le diagnostic a été porté quand on a réséqué cette petite tumeur qui gênait la patiente. Donc, tout élément qui n'est pas habituel au niveau de la marge anale, au niveau du canal anal, doit être biopsié pour ne pas passer à côté d'un cancer. Alors là, c'est le cas typique du condylome anal. Ici, c'est un condylome anal qui est géant. Donc, lésion typique, je dirais, entre guillemets, précancéreuse ou du moins d'une infection HPV. Dès que vous avez un condylome, vous savez que c'est de l'HPV, vous devez penser au cancer du rectum jusqu'à preuve du contraire. Et là, quand vous avez ce genre de lésion, vous devez confier à un proctologue parce que ce ne sont pas les petites biopsies superficielles qui vont vous donner le diagnostic de cancer du canal anal, mais c'est surtout les biopsies profondes et donc qui nécessitent une anesthésie le plus souvent. Alors souvent, vous allez voir ce genre de patient. Ici, c'est la patiente de tout à l'heure, un périnée fistuleux, qui n'en est pas un, c'est un carcinome épidermoïde de type colloïde. Et on a vu tout à l'heure émaner à partir de ces orifices du tissu gélatineux. Mais dans les cas évolués, ce sont des patients, alors ça, en fait, ce sont des patients qui se sont présentés avec ce genre de lésions. Ici, c'est des condylomes qui ont dégénéré. Ici, regardez, toute induration, tout ce qui n'est pas habituel est un carcinome, est un cancer du canal anal jusqu'à preuve du contraire. Ça, ce sont des stades évolués. Et ne vous dites pas que ce sont des cas rares parce que souvent, c'est à ces stades que l'on voit ces patients et non pas au stade de petits condylomes comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, quand vous avez fait votre examen clinique, vous avez porté le diagnostic parce que vous avez eu la présence d'esprit de faire des biopsies. Les biopsies vous disent cancer du canal anal, carcinome épidermoïde ou même parfois adénocarcinome, quels sont les examens complémentaires qu'il faut faire. En fait, dans le cancer du canal anal, les examens complémentaires sont là pour avoir donc une stadification et réaliser un bilan d'extension. Le diagnostic, il est facile. Alors, l'échoendoscopie, elle va préciser l'extension en profondeur vers les différentes couches du canal anal, comme on le voit ici. Voici donc le canal anal, le ballonnet que l'on a gonflé, et l'identification de cette masse
tout autour du canal anal. Donc, l'écho-endoscopie nous permet de dire quelle couche a été traversée ou a été atteinte ou infiltrée par justement par le cancer, d'une part. Elle évalue l'étendue du sphincter interne, comme ici, on dépasse carrément la paroi, l'épaisseur de la paroi du canal anal et on atteint, donc il y a une atteinte du sphincter, il y a une infiltration du système sphinctérien. L'écho-endoscopie permet également de rechercher les adénopathies périrectales. L'écho-endoscopie est à l'origine d'une classification. On a vu tout à l'heure une classification clinique TNM. Il y a une classification ultrasonographique, USTN. Mais c'est exactement la même chose, tumeur et ganglion, mais ultrasonographique. Alors, le T1, c'est une atteinte de la muqueuse et de la sous-muqueuse, sans qu'il y ait donc envahissement ou dépassement de la paroi, sans qu'il y ait atteinte du sphincter. À partir de T2, vous avez une tumeur qui atteint le sphincter interne sans atteindre le sphincter externe. Je vais expliquer ce qu'est le sphincter interne et ce qu'est le sphincter externe. Le sphincter interne, en fait, n'est pas une entité particulière ou individualisable. Le sphincter interne au niveau du canal anal n'est rien d'autre qu'un épaississement de la couche musculaire du canal anal. Vous avez une couche musculaire dans tout le tube digestif. Au niveau du côlon, du rectum, vous avez une couche musculaire. Donc muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse. Cette couche musculeuse, au niveau du canal anal, eh ben, elle est un peu plus épaissie et elle porte le nom de sphincter interne. C'est un sphincter qui est lisse. Contrairement au sphincter externe, qui lui est un muscle strié, qui est une entité à part, indépendante du canal anal lui-même. Donc, quand on parle d'atteinte du sphincter interne, c'est une tumeur qui est toujours dans le canal anal, mais qui ne déborde pas à l'extérieur. L'atteinte du sphincter interne, ça veut dire que la tumeur a débordé de l'épaisseur du canal anal. Donc, au stade T1, T2, on est toujours dans le canal anal, mais à partir du stade T3, on est dans le sphincter externe. Ça veut dire que la tumeur a dépassé le tube du canal anal. Et enfin, le T4, comme pour la TNM classique, dès qu'il y a une atteinte d'un organe de voisinage, la vessie et l'urètre, vous êtes en situation de T4. Pour ce qui est des adénopathies, même chose, N0, cela suppose qu'il n'y a pas d'adénopathie identifiée à l'ultrasonographie, et N+, adénopathie identifiée. En fait, les adénopathies ne sont suspectes que quand elles sont supérieures à 10 mm. L'écho-endoscopie a tout de même ses limites. Elle permet effectivement de donner la profondeur de l'atteinte. Elle permet d'identifier les ganglions, mais quand vous montez un peu au niveau du pelvis, quand vous avez des ganglions au niveau de l'étage moyen et supérieur du pelvis, eh bien vous avez l'écho-endoscopie, elle, pratiquement ne peut pas suivre, donc l'écho-endoscopie ne peut pas dire qu'il y a des ganglions pelviens. Donc à ce titre, il faut passer à autre chose, et c'est surtout l'IRM pelvienne qui va, elle, nous dire qu'il y a d'autres adénopathies au niveau du mésorectum dans sa partie supérieure ou au niveau du réseau vasculaire pelvien, essentiellement iliaque. Donc, elle est intéressante pour les tumeurs évoluées. Elle détecte les ganglions iliaques et surtout recherche, elle est beaucoup plus performante que l'écho-endoscopie pour l'atteinte des organes de voisinage. Ici, vous avez une IRM qui montre cette irrégularité de la ligne qui sépare le vagin du rectum. Il y a une infiltration de la cloison recto-vaginale. L'IRM, là, prend le dessus sur l'écho-endoscopie. Quelle est la place du scanner abdominal? Eh bien, lui, c'est surtout à la recherche des métastases, non pas ganglionnaires, mais des métastases viscérales à distance, donc au niveau du poumon, au niveau du foie et ailleurs de l'étage abdominal. Alors, le TEP, l'imagerie métabolique, le TEP scan, il est un peu controversé. Il est utile pour déterminer si une adénopathie est métastatique ou non. Alors, le problème avec le PET scan, donc le PET scan, c'est quoi? Donc, on utilise du glucose
du glucose avec un marqueur radioactif que l'on va injecter et ce glucose radioactif va être absorbé par la tumeur. Ici, on a une radioactivité qui est donc, vous voyez cette image en jaune, ce glucose est absorbé par la tumeur. On voit donc un signal très fort ici. Et à côté, une adénopathie donc, qui a absorbé le glucose radioactif. Alors, pour ce qui est de la tumeur, on sait qu'il s'agit d'une tumeur puisqu'on a déjà des biopsies, donc cette radioactivité correspond au site tumoral. Mais pour ce qui est des adénopathies, en fait, dans presque près de la moitié des cas, on peut avoir des adénopathies inflammatoires qui donnent exactement le même aspect que les adénopathies tumorales. C'est pour ça que le PET scan n'a pas été généralisé donc, dans l'arsenal en fait exploratoire des situations métastatiques en cas de cancer du canal anal. Donc, mais retenez qu'il est utile parfois, il est utilisé, je pense que il est à performer, c'est tout. Donc, ce qu'il faut retenir, à l'issue de l'examen clinique, à l'issue des examens paracliniques, la clinique, anuscopie, toucher rectal, biopsie, sans oublier l'examen gynécologique, identification de la population cible. Sur le plan paraclinique, l'échondoscopie, l'IRM, le PET scan, donc plus ou moins le PET scan et surtout les sérologies HIV sont systématiques pour enfin cerner, donc faire le point sur le plan diagnostique et surtout sur le plan évolutif de ce cancer. On a fait le diagnostic, on a fait un bilan d'extension chez ces patients, on sait qu'il est HIV ou pas HIV, on sait qu'il est porteur de l'HPV ou pas. Maintenant, il faut traiter ces patients. Alors, quel est l'objectif du traitement? D'abord, c'est de supprimer bien évidemment la tumeur, mais en minimisant les séquelles fonctionnelles. Ce patient a besoin de son sphincter anal, il a besoin d'avoir une fonction, une continence normale, et donc, en tant que thérapeute, il faudra qu'on règle le problème de la tumeur, donc du cancer, sans pour autant, dans la mesure du possible, bien évidemment, entraîner des dégâts fonctionnels. Ceci n'est pas toujours évident. Donc, objectif, préserver la fonction sphinctérienne dans la mesure du possible et bien évidemment, éviter la récidive. Quelles sont les armes thérapeutiques? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer du canal anal, la chirurgie n'a qu'une place assez limitée dans le cancer du canal anal. Ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que le canal anal, le traitement du cancer du canal anal, il est comment je vais exprimer ça? Il se fait par radiothérapie et chimiothérapie. Voilà. Donc, les armes thérapeutiques, la radiothérapie, la chimiothérapie qui est couplée à la radiothérapie. Troisième option, l'association de la radiothérapie avec la chirurgie. Quatrième option, la chirurgie exclusive. Et enfin, plutôt la chimiothérapie exclusive et enfin la chirurgie exclusive. Alors, on va voir en détail un peu, sans trop rentrer dans les détails, mais on va voir un peu la place des différentes méthodes thérapeutiques dans le traitement du cancer du canal anal. Alors, la radiothérapie, on a deux possibilités. Soit il s'agit d'une radiothérapie externe, et c'est celle qui est le plus souvent utilisée. Donc, par irradiation, on envoie à peu près le patient est irradié à raison de 45 degrés, suivant un schéma thérapeutique. On ne va pas rentrer dans le détail. La deuxième option de la radiothérapie, c'est la curithérapie. Alors, il y a quelques années, on utilisait des aiguilles de radium que l'on implantait directement dans la tumeur pour espérer justement la réduction de son volume. Mais actuellement, on utilise des aiguilles d'iridium 190 que l'on implante non pas dans la tumeur, mais plutôt dans la couche basale. Cette implantation se fait sous anesthésie générale. Et idéalement, c'est une curithérapie qui vient compléter un geste d'exérèse incomplet. L'option de la chimiothérapie, quand elle est utilisée en association avec la radiothérapie, elle fait appel au 5-fluorouracile avec la mitomycine C. Quand elle est utilisée en option exclusive, c'est-à-dire chimiothérapie exclusive, eh bien, on fait appel toujours au 5-fluorouracile, donc le 5-FU, mais dans ce cas-là est couplé à au cisplatine.
Alors, la chirurgie, quelle est la place de la chirurgie dans le traitement du cancer du canal anal? On peut être appelé à faire une chirurgie d'exérèse locale pour les petites tumeurs inférieures à 2 cm. Quand on a identifié le problème sur le plan histologique, on a initialement fait des biopsies, ou alors quand on a tout simplement réalisé une exérèse d'un paquet hémorroïdaire, d'un petit condylome. À ce moment-là, dans certains cas, la chirurgie d'exérèse est suffisante. Mais parfois, on est appelé à réaliser une chirurgie mutilante. Et dans les cas du cancer du canal anal, il s'agit de ce qu'on appelle l'amputation abdominopérinale. C'est une intervention chirurgicale lourde qui consiste à enlever le rectum, le canal anal, avec tout le système sphinctérien, en espérant justement être aussi radical que possible et avec une marge de sécurité qui doit être au moins de 1 mm autour donc de la tumeur. Et s'il fallait résumer la chirurgie dans un cadre curatif, elle ne peut être discutée que dans les très petites tumeurs, les situations T1 sans aucune extension ganglionnaire. À ce moment-là, oui, on peut parler de chirurgie exclusive, de chirurgie curative. Mais il est exceptionnel de tomber sur un T1 dans le cas des cancers du canal anal. Et donc, la chirurgie est toujours une chirurgie complémentaire ou une chirurgie secondaire de rattrapage, voire une chirurgie de dérivation. Ce sont les colostomies, les décharges en fait coliques qui vont permettre tout simplement dans les situations de cancer du canal anal évolué de permettre de commencer la radiochimiothérapie. Pourquoi? Parce que dès que vous commencez la radiochimiothérapie, vous allez vous retrouver dans des situations d'effets secondaires tels que les amides, où le patient aura du mal à déféquer, aura du mal donc dans certaines situations à contrôler donc sa continence, et à ce moment-là, il vaut mieux dans un premier temps réaliser une colostomie et irradier le périnée secondairement. Alors, quelles sont les indications thérapeutiques? Que faut-il proposer et pour quelle malade? Quand on a la chance de tomber sur un T1, c'est bien sûr le cas idéal, carcinome épidermoïde de la marge anale en situation T1 identifié à l'échoendoscopie. Là, on propose la chirurgie d'exérèse d'emblée, c'est la meilleure option thérapeutique. Mais pour les carcinomes épidermoïdes du canal anal, même en situation de T1, là en situation de marge anale, donc accessible. Quand on est dans le canal anal, en situation de T1 ultrasonographique, eh bien là, c'est une radiothérapie exclusive parce qu'on ne peut pas aller supprimer chirurgicalement une petite tumeur, il faut aller enlever le canal anal. Donc, quand elle est accessible au niveau de la marge anale, on peut l'enlever sans trop de risque de léser le sphincter. On opte pour la chirurgie. Quand elle est au niveau du canal anal, il faut opter pour la radiothérapie. À partir de T2, et quel que soit le N, il faut opter pour une radiochimiothérapie concomitante. Quand cette radiochimiothérapie n'a pas donné de bons résultats, ou bien n'a pas donné de résultats du tout, quand à l'issue de cette radiochimiothérapie, on a des conséquences sphinctériennes, donc il y a une incontinence qui s'installe, ou bien une lésion tissulaire des tissus adjacents tels que les fistules génitales, et bien à ce moment-là, il faut passer la main au chirurgien et réaliser un geste de chirurgie radicale, enlever donc tout le canal anal, le système sphinctérien par une amputation abdominopérinale. Cette amputation abdominopérinale sera proposée également quand on a eu une réponse après radiochimiothérapie, mais qu'il y a eu, dans les mois qui ont suivi, une récidive locale. À ce moment-là, il faut opter également pour une chirurgie de rattrapage. Dans les autres situations de tumeurs métastatiques d'emblée, là, il n'y a pas de radiothérapie, mais c'est surtout la chimiothérapie exclusive qu'il faut entamer, et secondairement, reconsidérer la situation après donc les cures de chimiothérapie. Voilà en gros donc sur le plan thérapeutique ce qu'il faut faire, sans rentrer dans les détails. Donc pour conclure et pour terminer
résumons un peu la situation sur le plan thérapeutique. Il faut savoir qu'il faut donner le temps à la radiochimiothérapie parce que son action elle est relativement lente et donc son évaluation ne peut se faire qu'à l'issue du 5e, 6e mois. Donc, pour dire qu'il y a échec ou absence de réponse ou réponse incomplète. Donc, après la radiochimiothérapie, attendre un certain temps avant de dire voilà, on passe la main au chirurgien ou bien dire voilà, on est en situation d'échec. Lorsqu'on surveille quelqu'un qui a été mis sous radiochimiothérapie, il faut éviter de faire des biopsies systématiques, surtout quand il y a des disparitions des lésions, parce que ces biopsies vont être réalisées sur un tissu qui est pratiquement brûlé et le risque de nécrose, il existe et il est réel. Donc, pas de biopsie pour dire, voilà, il y a eu réponse positive. Non, la réponse positive, elle est clinique et elle est échosonographique. Les récidives, dans 80% des cas, elle survient dans les 2 ans qui suivent justement l'action de la radiochimiothérapie. C'est pour ça que durant les 2 ans qui suivent la réponse, quand elle est favorable, il faut avoir un suivi qui est très rapproché tous les 3, tous les 6 mois. Et enfin, ce suivi doit se faire essentiellement par l'échondoscopie et par l'IRM. Voilà donc en résumé ce que j'avais à dire concernant le cancer du canal anal ou le cancer de l'anus. Alors, je ne sais pas si je passe la main aux étudiants, s'il y a des questions, je ne sais pas. Alors, docteur Laïda. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout? Est-ce qu'ils m'attendent à 1h, 2h? Parce que les écoles en bout, j'ai qu'une seule. Yassine, tu peux lire les questions. Les questions, pour le moment, il n'y a rien qui s'affiche. Tu m'entends là? Je ne t'entends pas. Je ne sais pas pourquoi. Active le son. Ben, il est activé, je n'ai rien touché. C'est qui derrière? Ah, d'accord, très bien. Non, très bien, très bien. La faute est Andy. Alors, on te pose la question, en cas d'hémorroïdes congestifs, oui. La biopsie est contre-indiquée, point d'interrogation. Il n'y a aucune raison de faire une biopsie sur une hémorroïde. Le diagnostic d'hémorroïde, de paquet hémorroïdaire, il est clinique, il est visuel. Donc, on n'a pas besoin de biopsie. Par contre, si on arrive à la chirurgie, que l'histologie parle de cancer, à ce moment-là, c'est une autre paire de manches. Ce qu'il faut faire, c'est quand on enlève une hémorroïde, il faut l'envoyer en anapathe, mais pas biopsier avant. Ça, on en a débattu quand on a fait le cours hémorroïde. Ouais. Est-ce qu'on envoie la pièce d'hémorroïdectomie à l'histologie systématiquement? Sur la grande série, la plus grosse série de la littérature, sur les hémorroïdectomies, il y a eu très peu, il y a eu 6 cas positifs. Oui. Et donc, est-ce que c'est utile finalement? Bon, les recommandations sur avis d'experts, hein, c'est quand on a une suspicion. Mais sinon, oui. Oui, mais en fait, nous, la position des chirurgiens, tout ce qu'on enlève est envoyé à l'anapathe. Donc, le problème, il est réglé. Mais est-ce que c'est rentable? Ah, mais ça, là, on parle du coût. Oui, effectivement, bon, si on rentre dans ce débat, on s'en sort. D'accord. On te dit, les rapports anaux homosexuels, est-ce qu'il s'agit des rapports protégés ou non protégés? Alors, qu'ils soient protégés ou non protégés, le HPV va se retrouver aussi bien sur le préservatif que sur la verge non protégée. Donc, le HPV va se retrouver au niveau de la région du canal anal. Donc, l'infection HPV, elle existe et elle sera optimisée par l'éventualité d'un HIV derrière. Mais l'HPV, il est présent, protégé ou non. Et on te dit, est-ce que toute induration anopérinéale, lésion indurée, chez une personne HPV plus est une tumeur jusqu'à preuve du contraire? Tout à fait, ça ne se discute même pas. Même s'il n'y a pas d'HPV d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quel est le traitement d'un condylome? Eh bien, le condylome, tout dépend donc du volume du condylome. Il y a des condylomes qui se traitent médicalement. Il y a des crèmes que l'on utilise. Il y a
de la cryothérapie, il y a l'exérèse donc, par électrocoagulation. Donc, on traite les petits condylomes médicalement, c'est clair. Si ça disparaît, c'est bon. Si c'est du néo, ça ne va pas disparaître. Donc, la réponse clinique signe l'absence de néoplasie. L'absence de réponse clinique nous pousse à faire des biopsies. D'accord. Est-ce qu'il y a des marqueurs biologiques pour le cancer anal? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de marqueur spécifique du tout. D'accord. Ouais, c'est la particularité de ce… Là, je n'ai pas bien compris la question. PET scan montre des adénopathies inflammatoires alors qu'il montre que les cellules glucophages. Là, je n'ai pas compris. Hein. Alors, oui, alors le PET scan, je me répète, donc on utilise du glucose radioactif. Normalement, une tumeur qui consomme beaucoup va capter. On aura un signal fort. Mais ce signal fort peut se retrouver quand il y a une réaction inflammatoire active. Elle aura le même signal et là, c'est à l'origine de faux positifs. Oui. Voilà. Le PET scan est systématique, mais il n'est pas disponible en Algérie. Il n'est pas systématique. Au contraire, il n'est demandé que quand on a des adénopathies qui nous posent un problème diagnostique. Voilà. Mais quand l'adénopathie elle est accessible cliniquement, il vaut mieux aller faire une biopsie ganglionnaire qu'un PET scan. Et il est disponible en Algérie. Il y a au moins il est disponible en Algérie, à Tizi Ouzou en tout cas. En tout cas, et à Al-Raya. La TDM thoraco-abdominale est-elle faite systématiquement devant un cancer du canal anal ou uniquement en présence de signes d'appel ou d'anomalies à l'examen clinique? Elle est systématique devant tous les cancers, canal anal, rectum, autres, systématiques. Il rentre dans le bilan d'extension, non discutable. Même avec la déformation anale par la tumeur, la radiothérapie est suffisante. Je n'ai pas compris. Non. Suffisante, on ne sait pas. On n'a pas le choix. La radiothérapie est inévitable quand on espère un peu être conservateur vis-à-vis du sphincter. Mais en fait, suffisante, on ne sait pas. C'est le suivi qui va dire si elle est suffisante ou pas. Et on te demande comment confirmer la guérison sans biopsie. La surveillance est seulement clinique. Clinique et ultrasonographique. Vraiment, l'échondoscopie garde son importance dans le suivi. D'accord, très bien. Voilà, c'est quelques questions. Comment faire la différence cliniquement entre un paquet hémorroïdaire et un cancer de l'anus? Ah, mais ça, un paquet hémorroïdaire, d'abord, il faut en avoir vu. La structure, c'est une structure qui est régulière. On pensera au cancer dès qu'il y a un élément qui devient irrégulier, peu habituel. C'est tout. Mais faire la différence, il n'y a pas d'élément. Une ulcération sur une hémorroïde peut être assimilée à un cancer, comme il peut s'agir juste d'une ulcération superficielle. Il n'y a que l'anapathe qui peut trancher. Mais quand on a des ulcérations creusantes, comme je vous l'ai montré, oui, il faut penser à autre chose qu'à des hémorroïdes. Est-ce qu'une pathologie sous-jacente anorectale chez une personne porteuse d'HPV est un facteur de risque? C'est trop ouvert là. Non. J'ai parlé par exemple de la maladie de Crohn, qui elle-même est un facteur de risque indépendamment de l'infection HPV. On peut faire donc un carcinome épidermoïde sur des lésions inflammatoires actives d'origine cronienne indépendamment de l'infection HPV. Quelle est la place de la sérologie en cas d'infection HPV et suspicion d'un cancer de l'anus? La sérologie, en fait, n'a pas sa place dans le diagnostic du tout. La sérologie pour le HPV, c'est quand on veut identifier une population cible, mais quand on est devant des lésions, il n'y a que l'histologie qui parle. La sérologie n'a pas sa place. Ok, donc merci beaucoup Yacine pour cet excellent exposé. Tu as beaucoup de merci, beaucoup de cœur. Ah, merci. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire. C'est toujours un plaisir de t'écouter, de débattre avec toi. C'est gentil. Et je te dis merci encore une fois. Merci aux étudiants, surtout les plus courageux, puisqu'on a plus de 100 qui sont restés quand même. Eh bien, c'est super. Et donc, au revoir.
Et à demain, Inch'Allah. Demain, ça sera polypose avec moi. OK. D'accord. Merci à tous. Allez, au revoir. Au revoir.